Good morning, good afternoon, Bonjour et and bon good evening to après-midi everybody. et bonne Welcome to the soirée fourth aussi. session of the Scaling Up Health Bienvenue à la Advocacy 4e Measures to session pour le renforcement des mesures de santé pour relever les défis des changements climatiques dans les Amériques. Je serai votre modérateur pour la journée. Donc, prenez note que la traduction simultanée est disponible en anglais, français et portugais. Et vous pouvez accéder à celle-ci en utilisant le bouton au bas de votre écran. Durant la dernière session, la session 3, nous avons abordé l'intensification des adaptations en santé, services de santé. Donc, comment peut-on intensifier, renforcer nos évaluations ainsi que nos adaptations? Donc, à l'intérieur de cette 4e session, nous allons regarder maintenant un autre pilier concernant la compréhension du progrès envers la résilience contre les changements climatiques. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'être accompagnés d'experts qui partageront leurs connaissances avec nous. Donc, un petit rappel. Lorsqu'on regarde les objectifs de ce cours, il faut vraiment comprendre l'importance de rapidement renforcer les systèmes d'adaptation pour préparer les communautés, les individus ainsi que les services de santé et pour aussi appuyer les différentes compétences dans ce domaine, les compétences municipales ou gouvernementales. Il faut aussi être préparé de travailler avec un grand éventail de parties prenantes pour confronter ensemble les défis en changement climatique en matière de santé. Donc, on veut voir si les différentes compétences sont en mesure de renforcer leur processus pour augmenter la résilience et de fournir l'autonomisation des différentes communautés face au changement climatique. Il faut aussi regarder les avantages reliés à l'intensification et le renforcement des approches. Il faut aussi chercher à décrire et bien comprendre les mécanismes de rétroaction pour qu'on puisse continuer de mesurer le progrès. Donc, voici des séances de 90 minutes. Nous allons terminer avec une séance de questions et réponses. Et s'il vous plaît, prenez le temps de saisir vos questions dans la zone de clavardage. Les différentes PowerPoint seront disponibles sur le réseau, sur un lien en ligne. Votre présence individuelle est comptée uniquement si vous utilisez votre lien Zoom individuel. Donc, des usages de liens collectifs ne permettraient pas de vous inclure et d'inclure votre présence. Les participants qui assisteront à 8 sessions Zoom en direct ou en plus et réussiront l'examen Girl, final I've avec un honestly score de been going through 70 it. Period. à la fin But du catch up soon. cours. Donc, un autre rappel. Ceci est un cours interactif. Nous avons plusieurs séances interactives où les participants peuvent contribuer aux discussions. Donc, pour la 9e session, s'il vous plaît, je vous invite à partager des études de cas. Ceux-ci nous permettront de développer et adresser des applications et différents écarts. Nous avons aussi un groupe WhatsApp. Vous pouvez nous rejoindre à ce niveau-là, à l'intérieur de cette plateforme. S'il vous plaît, faites-le pour être toujours à l'affût des nouveaux changements. Donc, cela dit, c'est un plaisir pour moi de présenter 4 conférenciers. Carlos Corvalán, un spécialiste en épidémiologie ainsi que santé publique. Il a travaillé en tant que coordinateur
dans certains organes de santé publique. Il a été aussi un consultant principal en matière de changement climatique à l'intérieur d'organisations qui traitent les changements climatiques et aujourd'hui, il est actuellement professeur à l'université. Carlos, la présentation de Carlos sera suivie par la présentation de Dr. Noémie Tirado Bustillos. Elle est la directrice de l'unité génotoxicologie de l'Université de la Bolivie. Noémie sera ensuite suivie par Jenny McAdams. Elle détient une maîtrise en santé publique. Elle est aussi une spécialiste enregistrée. Elle aborde la durabilité des mesures de santé dans l'État de l'Ohio. Elle a aussi siégé à l'intérieur de l'association de la comité qui aborde les changements climatiques. Et cette présentation inclura aussi la participation de Leila Abraham, une spécialiste en durabilité au niveau des soins sanitaires. Elle travaille actuellement dans le comté de Franklin. Cela dit, maintenant, je donnerai la parole à Carlos. Merci bien, Victor. Je vais partager l'écran momentanément. Pouvez-vous confirmer, est-ce que vous voyez ma partage d'écran? Pas encore. Et voilà, oui. Donc, je suis Carlos. Donc, je présenterai, je regarderai avec vous. Je vais regarder deux de nos objectifs d'apprentissage. Le premier aborde les avantages des survellations et les évaluations, ainsi que de vous appuyer dans le renforcement des mesures d'adaptation sanitaire. Donc, c'est des objectifs ici d'apprentissage. Je vais débuter avec le deuxième pilier d'apprentissage avant d'aborder le premier. Donc, c'est quoi la gestion adaptive? Donc, on regarde, on trouve plusieurs définitions sur l'Internet. Donc, on a adapté plusieurs notions. Et les définitions que j'ai retenues, c'est celle que je trouve la plus logique. Elle est la suivante. C'est une structure et un processus de prise de décision avec le but de réduire l'incertitude à travers la surveillance de la progression. Donc, nous allons aborder ces thématiques aujourd'hui. Pourquoi avons-nous besoin des gestions adaptives à l'intérieur des services de santé en matière des changements climatiques? Nous avons des modélisations climatiques qui tiennent compte du changement climatique, des impacts locaux, et il y a toujours des incertitudes à ce sujet. Donc, les systèmes sont en changement constant. Elles suivent les climats, les changements climatiques, les technologies. Nous travaillons, nous mesurons des événements imprévisibles, donc nous devons s'adapter continuellement. Un troisième article, je souhaite mettre l'accent aussi sur la complexité. Donc, le changement climatique est un phénomène complexe qui interagit avec l'énergie, l'économie, l'agriculture, la santé, les géopolitiques. Donc, nous comprenons, lorsque nous suivons des politiques fixes à long terme, elles sont vouées à l'échec, car le changement climatique nécessite un processus flexible, car on travaille avec plusieurs systèmes
reliés. Donc, nous avons l'incertitude, les changements et la complexité que nous devons adresser, voici quelques exemples qui illustrent ces trois domaines. Nous avons donc des modélisations disponibles, des distributions de différentes menaces, des tendances diverses, des différents niveaux de résilience, de vulnérabilité, de capacité adaptive, et nous devons aussi adresser des enjeux d'attribution qui sont liés à l'incertitude et la complexité du phénomène abordé. Donc, j'utilise ces diagrammes qui ressemblent à un fromage gruyère. Donc, cet exemple cherche à illustrer les différents risques associés au changement climatique qui peuvent avoir comme résultat des expositions dangereuses à la santé qui augmentent la vulnérabilité. Il y aura donc, par conséquence, des impacts sur les communautés et la santé. Donc, voici un diagramme qui démontre les différents défis, risques. On voit le moment où ceux-ci apparaissent pour finalement mener aux impacts sanitaires. Donc, je souhaite adresser l'importance des réflexions sur les menaces en matière d'exposition et vulnérabilité associées au changement climatique, et ce, à l'intérieur des systèmes de santé. Cette modélisation nous permet de visualiser en 3 dimensions, à savoir comment on peut agir sur les vulnérabilités, les différentes expositions, où on passe d'un état de risque réduit à élevé. Donc, agir sur les éléments, les risques est beaucoup plus difficile finalement. On a besoin du temps pour atténuer ces risques, mais nous avons besoin de vraiment prendre compte de ces 3 domaines pour relever ce défi. Un autre enjeu très important à l'intérieur des nombreuses complexités associées, on doit regarder les attributions. Il y a des associations indirectes. On doit regarder plusieurs hypothèses. Et donc, ce diagramme reflète ce défi. Donc, les changements climatiques amènent des changements en température au niveau des tendances de précipitation qui peuvent mener à des sécheresses ou bien des inondations ou bien la fonte des glaciers. Et ceci a de grands impacts sur les différentes communautés. Donc, lorsqu'on regarde un exemple précis où on regarde l'inondation ici, il y a toujours une incertitude reliée au risque, aux menaces climatiques. Et il y a beaucoup d'éléments qui contribuent à la formation des événements climatiques extrêmes. Donc, est-ce que les tempêtes sont responsables des inondations? Est-ce que les inondations sont responsables à la contamination des bassins d'eau? On voit ici donc toutes les complexités des éléments qui contribuent aux différents risques à laquelle nous faisons face. Donc, à l'intérieur de ce tableau, il est important de voir comment on réunit les risques reliés à la vulnérabilité, les menaces et l'exposition, et en lien avec la capacité de la prestation des services sanitaires et du développement de la résilience face à ces risques. Donc, parfois, nous avons des tempêtes que nous devons contrer. Des fois, les risques sont plus insidieux. Et le résultat, donc, les conséquences de tous ces risques pourraient mener parfois à l'effondrement de certains systèmes ou peuvent aussi nous permettre d'améliorer nos apprentissages.
Donc, nous avons utilisé ce modèle depuis l'année 2022 car celle-ci explique bien les différents phénomènes de résilience. Lorsqu'on pense à la pandémie COVID, on a aussi vu des diagrammes semblables à celle-ci pour mesurer le niveau de résilience, par exemple. Donc, poursuivons maintenant. Suite à ces exemples, regardons comment on peut évaluer et surveiller. Donc, c'est un cadre qui nous permettrait de non seulement de surveiller et d'évaluer les changements, ça nous permet d'approfondir nos approfondissements et de créer des rapports. Donc, on peut ici voir plusieurs façons pour nous aider à évaluer et surveiller la situation. Donc, avoir un système d'évaluation et de surveillance nous permet de demeurer flexible pour mettre en œuvre les différentes stratégies d'amélioration. Nous possédons plusieurs exemples, mais comme nous avons beaucoup abordé le sujet de la vulnérabilité et des évaluations, ils adressent précisément au niveau des évaluations en vulnérabilité, on veut vraiment regarder les différents résultats et à savoir comment ils permettent l'atténuation de certains risques et à savoir si nous sommes en mesure finalement d'avoir un impact sur les résultats en matière de santé publique. Donc, la surveillance ainsi que l'évaluation pourraient être aussi inclus à l'intérieur du cadre dans sa globalité, ce qui permettrait à adresser et à comprendre et à évaluer les différents impacts sur la santé. Voici quelques explications disponibles à vous. J'approfondirai pas encore plus, mais j'aimerais attirer votre attention à ce tableau. Ceci est un plan d'action qui adresse et qui nous permet d'évaluer et de progresser. Il faut demeurer flexible. Si nous n'avons pas une adaptation, une gestion adaptive, nous ne serons pas en mesure de mesurer et de s'adapter aux changements climatiques. Donc, ce que j'essaie de vous convier, lorsque nous avons des plans d'action en lien au changement climatique et les actions sanitaires, il faut donc demeurer flexible dans nos actions, dans nos approches, car les changements sont continuels. Donc, nous avons plusieurs cadres de travail pour développer les différents indicateurs d'évaluation et de mesure. Voici un exemple que nous avons préparé et qui est disponible dans un document. Il est efficace car celui-ci regarde les différents déterminants d'exposition qui amènent à une vulnérabilité. Donc, on voit aussi les fonctions de résilience qui nous permet finalement de surveiller les différents processus adaptatifs où on surveille finalement les différents résultats qui ont été mesurés à l'aide de différents indicateurs. Le mot-clé ici, à l'intérieur de celui-ci, c'est surveillance. Il faut surveiller et par la suite, on doit adopter les évaluations. Voici un autre exemple qui n'a pas encore été vu. C'est très intéressant comme cadre de travail. Je le présente car celui-ci n'a pas été développé a priori. Nous l'avons développé suite à une évaluation de 33 rapports en matière de plans adaptatifs nationaux. Et nous avons finalement regardé les différents indicateurs de surveillance qui ont été utilisés. Certains n'ont pas été définis comme des indicateurs comme tels. Cependant,
temps, nous avons ensuite créé ce diagramme suite aux données disponibles. Donc, s'il manque l'élément X, il n'apparaît pas ici car il n'a pas été mentionné. Mais s'il a été mentionné à l'intérieur des rapports, il sera présent ici à l'intérieur du diagramme. Donc, maintenant, je souhaite souligner la dernière partie de ce tableau, c'est les résultats sanitaires. Donc, on peut voir ici les évaluations et les différents systèmes de surveillance. Donc, j'ai ensuite distillé les rapports où j'ai vu et résumé les différentes approches de différents pays où ils ont Donc voilà finalement ce qui se trouve à l'intérieur de ces rapports où certains ont présenté des mises à jour pour faire face à des variables climatiques. Ici, je vous montre un exemple pour vous donner finalement une idée des informations présentes à travers la documentation mondiale. Donc, à travers ces rapports, j'ai pu résumer ces mots-clés. Donc, dernièrement, l'Organisation mondiale de la santé a diffusé sa stratégie de services sanitaires, de sa stratégie de services sanitaires, et ils ont mentionné à l'intérieur de celle-ci que l'Organisation mondiale de la santé se fondera sur ce document pour planifier et surveiller le progrès en matière des changements climatiques liés à la santé. Donc, il faut tenir compte les dynamiques changeantes de la santé publique mondiale. Donc, on voit ici 6 domaines qui ont été adressés à l'intérieur de ce document. Le premier domaine, c'est les changements climatiques dont tous les États membres se sont mis d'accord d'adresser la priorité des changements climatiques en lien avec la santé publique. À l'intérieur de ces domaines clés, on voit aussi une volonté de renforcer les résiliences pour relever les défis des changements climatiques sur la santé et ils vont aussi regarder et adresser les émanations de carbone et leurs impacts sur les communautés, notamment les GES, sur l'impact de la santé et des communautés. Donc, ici, on peut bien voir les impacts globaux et l'importance de ces impacts sur la communauté mondiale. Donc, voici un diagramme qui présente un point de vue un peu modifié. Donc, ici, celui-ci a été élaboré sur 10 indicateurs. Celui-ci a été publié et n'a pas encore été publié. Donc, je vous présente le cadre où finalement, on a cherché à élaborer un indicateur que l'on puisse établir et utiliser à travers le monde. Ceci est encore non publié. Carlos, je tiens à vous rappeler qu'il vous reste encore 5 à 7 minutes pour terminer votre présentation. Donc, voici un effort très important pour limiter les impacts des changements climatiques sur la santé. Ça a été établi à l'intérieur de l'accord de Paris où
78 experts ont contribué à l'élaboration de celui-ci où on vise de renforcer la résilience et de réduire la morbidité reliée au changement climatique. Voici les différents domaines qui ont été abordés. Et le défi, franchement, c'était de réduire 100 de les réduire à 100 indicateurs. Voici les certains sujets reliés aux infrastructures, des écosystèmes, par exemple. Cependant, je voudrais souligner certaines cibles dont la cible où on doit surveiller les apprentissages. Donc, voici 5 indicateurs qui sont en examination actuelle, à savoir lesquels sera le plus abordable. Donc, tous les liens que j'ai abordés en matière des changements climatiques reliés à la santé, tous les éléments considérés ont un impact directement ou bien indirectement sur plusieurs domaines. Donc, je ne peux pas oublier de mentionner ce programme d'engagement qui se retrouve au Brésil. C'est un programme de surveillance communautaire, mais qui diffère de différents programmes habituels, car c'est les communautés qui choisissent les indicateurs qu'ils surveilleront. Donc, ceci pourrait servir en tant que document d'orientation. Et cela dit, j'ai terminé ma présentation. C'est maintenant le moment de vos questions ou commentaires. Merci, Carlos. Votre présentation était un excellent survol en matière de gestion adaptive qui nous permet de réfléchir sur les différents indicateurs en matière des changements climatiques. Donc, pour renforcer les stratégies, il faut demeurer flexible et il ne faut pas s'empiétrer dans des systèmes fixes et rigides. Donc, comment peut-on... Cela dit, je vais maintenant inviter Noémie pour partager sa présentation avec nous. Merci bien. Est-ce que La communauté, c'est un très long titre. Donc, voici un modèle que nous décrivons dans une étude précédente et c'est les effets du climat et c'est évident vraiment des programmes d'alimentation que lorsque nous sommes dans les programmes de récolte et, nous avons vu de la pluie et il y a quelques difficultés dans la production. Donc, c'est la raison pour laquelle
nous voyons que nous pourrons gérer les sols pour la production d'aliments à haute valeur nutritionnelle en utilisant les éolites et les composts traditionnels. Et donc, pour le programme d'alimentation et la santé, pour l'alimentation sur la qualité de la santé et pour les personnes dans ces communautés, les enfants, les adolescents et aussi l'éco-santé. Nous allons essayer pour le dialogue transversal des connaissances pour avoir les mécanismes pour lutter contre le changement climatique. Donc, ce projet vraiment répond aux besoins d'étudier les conséquences qu'on appelle la mise en œuvre d'un mécanisme de résilience ALU. Donc, constitue vraiment un groupe de communautés. Donc, c'est un système dans une région indienne. Donc, c'est basé sur la synergie avec le dialogue des connaissances, des composantes, système de production, éducation, alimentation et nutrition et éco-santé. Donc, nous avons différentes disciplines sociales et aussi les municipalités mayennes et les communautés et les organisations et diverses associations qui, qui représentent vraiment les représentations scolaires et de la santé. Donc, voici la zone géographique que nous couvrons. C'est un altiplano et cela s'appelle Mikaya et c'est dans la municipalité de Kolkea. Donc, vraiment, le but vraiment de ceci était vraiment de renforcer le mécanisme de la résidence d'ALU pour faire face aux effets du changement climatique à travers le dialogue et vraiment les savoirs locaux et les technologies innovantes. Donc, les objectifs spécifiques pour ceci, c'était vraiment par rapport à mettre en œuvre un système alimentaire qui renforce la sécurité alimentaire et l'état de santé. Le deuxième, c'était vraiment d'établir des composantes de gestion socio-éducative et psychosociale et récupérer des savoirs ancestraux en dialogue avec les savoirs à travers la revalorisation de la culture et l'identité sociale. Et le troisième, enfin, renforcer la résilience et l'adaptation au changement climatique à travers un dialogue de connaissances avec les technologies agricoles scientifiques. Donc, le premier objectif, ce qu'on a fait vraiment, c'est avoir un caucus en nutrition et en santé. En nutrition, nous avons fait une évaluation de l'état nutritionnel et aussi les stratégies éducatives pour promouvoir vraiment la consommation d'aliments et les préparations qu'ils ont vraiment dans cette communauté. Pas seulement l'hydrocarbone, mais aussi d'autres fruits et légumes. Et de la santé, nous avons vraiment fait une évaluation de l'état de la santé, les évaluations de biomarqueurs nutritionnels et toutes sortes de dommages génotoxiques. Et nous avons remarqué que dans ces communautés, ils utilisent beaucoup de pesticides et qui ne sont pas bien gérés, donc ils ont certains problèmes. Donc, nous utilisons des dialogues de connaissances avec ces communautés et pas seulement les autorités, mais tous les participants dans l'étude, incluant vraiment les habitudes alimentaires et aussi l'amélioration de l'état nutritionnel et de santé. Donc, nous avons travaillé aussi avec des professionnels qui sont dédiés à, à la gestion psychosociale, les interventions avec les familles vraiment et les ALU. Et nous prenons en considération aussi le transfert de connaissances et la connaissance ancestrale et aussi l'interculturalité.
Donc aussi, ils ont fait comment ils perçoivent les aliments, l'écosystème. Et finalement, nous avons amélioré la gestion des terres pour avoir aussi les euh, légumes. Nous avons utilisé les lentilles et dans cette maison de serre que nous avons bâtie pour eux dans cette communauté. Et bien sûr, nous avons pris en compte la connaissance ancestrale qu'ils ont et aussi les audits et les agents et les autres fertilisants organiques. Nous avons aussi des résultats que nous pouvons mentionner. Les objectifs que nous avons essayé d'atteindre et nous avons vu qu'il y a un pourcentage de macronutriments qui sont adéquats pour la population n'étaient pas adéquats. Par exemple, ils ont des déficiences dans les calories, dans la nourriture et des protéines excessives parce que la plupart de la nourriture qu'ils ont sont de carbone. Donc, bien sûr, ils ont l'habitude de manger beaucoup d'œufs, comme par exemple. Donc, dans les micronutriments, nous voyons qu'il y a une augmentation du pourcentage pour le fer et une déficience en zinc et de la vitamine A et dans le calcium. Donc, dans ces composantes, nous avons performé certains ateliers avec les enfants afin de voir comment ils perçoivent la nourriture adéquate qu'ils ont parce que parfois, ils ne savent pas. Donc, nous avons fait des ateliers pour les enfants, pour les mamans. Dans ce cas-ci, les professionnels qui sont dans le milieu de la nutrition, ils ont préparé ce guide afin d'élaborer pour savoir ce qui est plus adéquat en termes d'aliments, viande, etc. Et il faut recouvrer la nourriture qu'ils ont l'habitude de cuisiner ancestralement. Et ils étaient au courant du tout. Et par rapport à la santé, nous avons fait des ateliers pour savoir le statut de santé de la population, donc la signature de consentement, donc avoir aussi des échantillonnages et avoir aussi des résultats pour savoir s'ils ont de l'anémie, des infections, l'hyperglycémie. Et bien sûr, donc toutes les autorités originaux ont participé à cette étude. Nous avons certains résultats pour savoir les caractéristiques générales de cette population. Donc, la plupart des participants étaient des femmes et les âges dans cette communauté sont vraiment plus âgés et ils ont immigré dans d'autres villes et ils sont dédiés vraiment à la ferme. Et ils ont bien sûr des animaux dont ils font l'élevage et d'autres aspects par rapport à la santé. Nous avons remarqué qu'il y a un pourcentage un peu élevé
de la pression artérielle de ces personnes. Donc, par rapport à d'autres évaluations, nous avons l'acide folique et la vitamine 12. Donc, par genre, nous avons réalisé que 32% des femmes étaient déficientes par rapport à l'acide folique. Et en contraste, pour le B12, la déficience était différente par genre. Et par exemple, par âge, la plupart ou toutes les personnes qui étaient sous l'âge de 40 ans ont une déficience à la vitamine B12. Et par rapport au damage génotoxique, nous avons trouvé des résultats inaudibles. Il y a une différence par rapport aux femmes, aux hommes. Et les hommes ont inaudibles. Par rapport à l'objectif numéro 2, qui était d'avoir des connaissances traditionnelles reliées au changement climatique, nous avons trouvé que les personnes qui étaient en charge de ces problèmes participent à ces cérémonies, les festivals Kuseus qui font partie du processus de résilience. À travers le drame, les enfants présentent la nourriture aux guerriers qui rentrent dans leur maison et la communauté considère la nourriture devrait être laissée en arrière pour eux. L'autre, par exemple, c'est la cérémonie de Kamanas où ils célèbrent un jour les grains de tubes dans l'agriculture. Et voici un autre Aptapi. C'est une cérémonie où les personnes partagent la nourriture et aussi la connaissance en mangeant. Et ici, nous avons d'autres dessins que les enfants ont fait dans les ateliers au point de vue psychologique et éducationnel. Et ils ont dessiné comment ils perçoivent la nourriture, le changement climatique, par exemple. Donc, les histoires inspirées par le changement climatique et d'autres représentations de la famille et comment ils peuvent aborder toutes sortes de problèmes climatiques. Et ici, à l'autre page, nous voyons comment on fait la pousse dans les serres. Ils n'ont pas ça sur le terrain à cause de l'eau. Il n'y a pas d'eau. Donc, le climat n'est pas adapté pour faire pousser ce genre de nourriture. Donc, nous avons trouvé que faire pousser dans ces serres avec des fertilisants, donc cela donne ce genre de lentilles. Et nous avons analysé l'analyse bromatologique pour les lentilles. Ils ont plus de lentilles. Nous avons remarqué une augmentation dans l'augmentation de protéines. Et nous avons réalisé aussi une augmentation aussi dans la bêta-carde, pas si significative, mais quand même présente dans les résultats que nous avons
si nous pouvons faire un sommaire, donc promouvoir des bonnes pratiques d'alimentation, donc augmenter la qualité de la production en agriculture à l'aide de zéolithes dans ces maisons de serre communales. Ça réduit l'impact du changement climatique car les zéolithes sont des roches qui peuvent retenir de l'eau et l'humidité. Et ces animaux peuvent avoir de l'eau. Et c'est la raison pour laquelle cela peut aider en termes de changement climatique. Et la production comparée avec et sans éolite, nous avons remarqué que nous avons une augmentation lorsqu'il en vient à la grosseur des bêta-cardes et la promotion de la préparation des assiettes balancées basées sur les besoins nutritionnels et socio-éducationnels. Donc, ce sont des pratiques que les personnes peuvent adopter. Donc, vraiment établir l'impact des interventions par rapport à la nutrition et l'éco-santé de la population. Donc, ça va vraiment déterminer le statut nutritionnel et de santé. Donc, on peut aussi avoir des politiques locales pour euh, améliorer la nutrition et la santé de la population. Donc, pour le déjeuner, pour les enfants, ils utilisent maintenant certaines de ces récoltes qu'ils peuvent avoir dans ces serres. Donc, pour la sécurité, pour les résidents. Donc, en conclusion, nous avons trouvé comme résultat que dans la communauté Michael, il y a vraiment beaucoup de problèmes multidimensionnels qui combinent vraiment des facteurs socio-économiques, nutritionnels, sanitaires et environnementaux. Donc, cela les rend vraiment vulnérables. Donc, la forte prévalence vraiment de l'insécurité alimentaire à 95,2. Alors, c'est la coexistence de la malnutrition due à l'excès. Donc, nous avons remarqué qu'il y a une surpoids et une obésité chez les adultes et la déficit et un retard de croissance vers les enfants. Donc, ça nous montre qu'il y a une transition nutritionnelle caractérisée par les zones rurales d'Amérique latine à cause de la diète qui sont vraiment très hauts en, donc, la vulnérabilité alimentaire était vraiment manifeste dans cette communauté. Donc, cela ne rencontrait pas leurs besoins nutritionnels. Donc, il y a une faible consommation vraiment par rapport aux aliments essentiels. Donc, notamment ceux reliés par rapport à la viande rouge, légumes, fruits. Et cela a vraiment un impact négatif sur leur état nutritionnel. Donc, d'autres problèmes que nous avons vus, c'est qu'il y a des processus qui ont été identifiés qui renforcent la cohésion communautaire et permettent la préservation des pratiques agroécologiques ancestrales, ainsi que la pratique agroastronomique. Donc, ils reconnaissent vraiment l'importance de l'agroécologie, donc la rotation des sols pour la production, ainsi que les rituels que je vous ai montrés tout à l'heure et les festivités et les guides que les jeunes enfants vers la préservation de ces pratiques. Donc, pour les festivals Kusilos et les rituels de Kamana. Donc, il y a vraiment un besoin de renforcer les savoirs ancestraux avec les appuis techniques et une reconstruction culturelle des savoirs vraiment pour intégrer dans l'environnement scolaire. Donc, et aussi avoir des politiques qui reconnaissent les spécificités rurales, climatiques et culturelles et de genre. Donc, d'après les données
phénologique sur les plans de bêta-cartes. Donc, nous avons remarqué que les dosages étaient plus élevés en zéolite et ça a créé vraiment une légère augmentation de la hauteur des plants. L- Donc, nous avons vu une corrélation aussi que les analyses chromatologiques des lentilles montrent une augmentation vraiment des protéines. Donc, il y avait une augmentation aussi du potassium. Et il reste vraiment indifférent au dosage de zéolite, ce qui est un désavantage par rapport à la production des doses plus élevées. Donc, j'ai un peu dépassé, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Merci pour l'opportunité. Merci beaucoup, Noémie. C'était vraiment une belle présentation. Et ça nous rappelle vraiment que c'est vraiment important d'avancer par rapport à l'adaptation, l'importance des connaissances ancestrales avec la connaissance orientale et partager le tout à travers le dialogue à large avec la communauté. C'était une présentation superbe. Maintenant, je vais inviter Léla et Jenny. Je ne sais pas qui va commencer avant. Est-ce que Léla, ce sera vous? Oui, ce sera moi. Oui, nous allons nous échanger, Léla et moi. Donc, je vais partager mon écran. Donc, est-ce que tout le monde est capable de voir le tout? Oui, oui, ça va. Donc, super. Bon après-midi à tout le monde. Mon nom est Jamie McAdams et je suis ici avec Lila Abraham. Nous sommes ici avec Franklin County Public Health, localisé à Columbus, Ohio. Donc, voilà nos objectifs. C'est vraiment d'écrire le comté de Franklin et les impacts climatiques qui sont liés, partager les moyens par lesquels la santé publique locale aux États-Unis peut lutter contre les changements climatiques, décrire le projet de surveillance de la qualité de l'air et ainsi que déterminer quels indicateurs de données peuvent être utilisés pour mesurer le climat et la santé. Donc, un petit peu euh, d'histoire. Donc, nous sommes dans le comté de Franklin, donc le Midwest. Donc, nous avons la plus grosse croissante dans l'Ohio. Donc, à l'intérieur de Franklin County, on dessert toutes les villes, excepté Columbus et Worthington. Je dis tout ça pour vous laisser savoir que nous servons 41 juridictions dans une petite euh, d'espace 2,1 million et la juridiction que nous servons est à 900 000. Donc, notre section a été créée en 2019 pour se concentrer sur les programmes liés à la durabilité, le changement climatique. Donc, qu'est-ce qui est intéressant par rapport euh, aux interventions et meilleures pratiques? Donc, c'est un État autonome. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, ça veut dire qu'à travers la Constitution, c'est à l'extérieur du code. Donc, les juridictions externes peuvent prendre des décisions tant et aussi longtemps qu'ils n'empiètent pas. Donc, ils ne peuvent pas créer Donc, nous pouvons utiliser des données pour partager nos meilleures pratiques par rapport à certaines juridictions. Donc, c'est toujours mieux de travailler avec nos juridictions séparées parce que nous avons différentes nuances et différents résultats. Donc, je voulais partager par rapport à les impacts du changement climatique sur l'Ohio et je vais donner cela à Léla. Merci, Jenny. Donc, notre travail
vraiment est centré sur l'impact sur les changements climatiques localement et dans Franklin County. Donc, c'est important de dire comment ça impacte vraiment notre État en général. Dans les dernières années, nous avons eu une augmentation de tiques et des moustiques, des inondations terribles, des sécheresses prolongées, des tornades augmentées et aussi euh, des journées avec des qualités d'air réduites. Il y a plusieurs façons que la santé publique peut jouer un rôle, donc par rapport à la qualité de l'air, augmenter les espaces verts, donc donner une éducation et un accès à l'alimentation locale, donc préparer les situations d'urgence, juste pour en nommer quelques-uns. Et pour mettre cette photo en contexte sur votre écran, cette photo nous montre la comment monitorer l'éthique, donc comment euh, vérifier si vous avez des tiques après avoir laissé le parc et comment réagir si vous en trouvez un sur vous ou sur les animaux. Donc, ça capture les données et augmente la résilience de Franklin County. Donc, l'un des plus projets que nous avons travaillé, c'est sur la chaleur et la résilience. Donc, ça a impliqué donc l'économie et nous avons remarqué que les chaleurs extrêmes tuent plus de personnes que toute autre urgence. Donc, en 2022, nous étions en partenariat avec la ville d'Ohio pour faire une campagne et c'était vraiment focusé en essayant de retracer. Donc, nous avons mis des senseurs sur des voitures et des bicyclettes par rapport à un certain temps. Et donc nous avons été à travers des quartiers le matin et l'après-midi en août 2022. Et ce que vous voyez ici, c'est vraiment des pièces, des zones qui avaient une température extrême comparée aux autres. Et dans les autres, donc, j'aimerais partager que nous avons vu une augmentation de la chaleur et ça ne descend pas durant la soirée comme avant. Donc, nous sommes vraiment concernés comment s'assurer de la sécurité et la qualité de vie des résidents. Donc, en 2021, nous avons fait un partenariat pour faire une étude de cartographie de la canopée des arbres urbains. Donc, euh, ce que nous avons créé, c'était une manière de définir les arbres urbains, publics et privés pour capturer où ce que nous pouvons augmenter la canopée des arbres urbains et où ce qu'il y a un écart dans notre juridiction. Et comparé à 2015, je vais changer à l'autre diapositive pour que vous puissiez voir. Donc, l'étude a calculé les données de Columbus et Franklin County. Donc, Franklin County n'a pas été calculé en 2011. Donc, de 2021, c'est Franklin County et Columbus. Et 2011, c'est juste pour le comté de Columbus. Donc, quels étaient certains des résultats? Donc, nous voyons vraiment les canopées. Donc, les canopées que nous voyons que les températures élevées durant le jour dans les canopées des arbres humains. Donc, nous devons vraiment, vraiment donner les arbres qu'ils ont besoin ou travailler pour nous assurer que s'il y a des manières qui nous pouvons aider. Donc, de manière consistante que nous avons eu un inversement des arbres canopés liés aux facteurs socio-économiques et donc nous aimerions
mettre un équilibrium pour faire cela. Donc, nous allons parler maintenant de la qualité de l'air sur l'échelle du quartier. Donc, je vais parler du réseau de surveillance de la qualité de l'air à l'échelle du quartier. Donc, ça a commencé en 2021. Donc, le comté de Franklin euh, est rentré en partenariat à ce qu'on appelle les MOXIE. Donc, nous avons fait un projet pilote pour établir le premier, euh, une collecte de données. Donc, nous avons cherché à combler le manque de systèmes de surveillance sur la qualité de l'air. Donc, à l'intérieur du réseau, nous avons utilisé de nombreux types de systèmes de surveillance pour qu'on puisse transmettre les données probantes. Nous avons installé nos systèmes de balayage à plusieurs endroits. Suite aux données, nous avons bien compris que nous devons renforcer le réseau de balayage pour mesurer la qualité de l'air. Donc, voici pour informer la distribution des systèmes de balayage à l'intérieur de notre projet pilote. Nous avons utilisé plusieurs bases de données en matière de santé. Et voici les résultats de ces analyses. Donc, les régions plus vulnérables sont en vert et les zones varient selon leur couleur. Nous avons mis en place un comité de consultatif avec la communauté. Et à l'intérieur de ce procédé, nous avons finalement distribué des systèmes de balayage à travers l'État. Et cette approche nous permet de recueillir des données de façon non biaisée. Donc, suite à la réponse positive de la communauté à notre projet pilote, nous avons cherché du financement pour élargir notre réseau et en 2023, nous avons reçu un financement supplémentaire qui nous a permis d'élargir notre réseau en ajoutant 40 systèmes de balayage supplémentaires. Donc, plusieurs de nos systèmes de balayage sont présents ici sur le tableau. Donc, nous avons aussi mis en place un comité consultatif qui guide finalement le placement, la distribution de nos systèmes de balayage à travers l'État et les régions vulnérables. Depuis 18 mois, nous menons une étude et nous devons avoir des résultats concrets momentanément. Ceci nous permet finalement de créer un modèle en utilisant, tirant parti des données qui ont été pris par ces systèmes de balayage. Et ce que j'aime beaucoup du projet Purple Air, c'est vraiment un système qui s'applique de façon mondiale. Donc, si vous voulez l'appliquer à l'intérieur de votre propre région, vous pouvez le faire et il y a un lien disponible en ligne pour cette fin. Donc, suite à l'engagement communautaire et de notre travail, nos surveillances ont finalement engendré un grand engouement envers l'intérêt public sur la qualité d'air. Donc, nous avons maintenant une université locale qui a même offert leurs services pour nous appuyer à l'intérieur de notre système, notre réseau de balayage. Donc, on a aussi l'État, la ville, pardon, de Columbus qui s'intéresse à intégrer nos systèmes de balayage et de surveillance de la qualité d'air.
Et nous sommes aussi actuellement dans le processus où nous devrions se prévaloir d'un financement supplémentaire du Conseil de la Défense et du Fonds de la municipalité. Et lorsque nous avons débuté notre projet pilote en 2021, nous n'étions pas certains des résultats ou le parcours qui nous attendait. Donc, c'est important finalement de tenir compte que nos partenariats avec la communauté qui a mené à l'expansion de notre réseau représente le grand succès de notre projet qui permet finalement le renforcement des mesures d'adaptation sanitaire. Donc, en dernier lieu, nous souhaitons organiser des séances d'apprentissage et de formation supplémentaires où les membres de la communauté pourraient finalement s'informer et renforcer leurs connaissances. Nous allons aussi travailler en collaboration avec des différents consultants pour bien établir et comprendre les sources de contamination. Et nous souhaitons que ces données pourraient permettre d'autonomiser les différents résidents et communautés pour défendre leurs droits concernant la qualité d'air. Un dernier élément que je souhaite souligner, c'est le projet avec les données climatiques. Nous sommes aussi associés avec le bureau gouvernemental et le centre de recherche de l'université. Et ce que nous avons fait, les impacts climatiques sont locaux, donc les données sont nécessaires pour mener nos analyses et progresser. Donc, le plus de données que nous sommes en mesure de recueillir nous aidera vraiment à renforcer nos mesures adaptatives. Donc, suite à ce projet, nous avons travaillé avec plusieurs parties prenantes pour identifier les indicateurs pertinents pour les régions que nous desservions. Donc, voilà des éléments précis ici qui nous ont interpellés, qui nous permettent de surveiller et les progressions et les changements année après année. Donc, lorsqu'on pense aux blessures liées au changement climatique, elles sont présentes ici. Et en collaboration avec les différentes parties prenantes, nous avons établi un tableau de bord avec des données climatiques qui seraient accessibles à tous les membres de la communauté. Et cela dit, je vous remercie de votre attention et c'est le moment des questions ou commentaires. Merci bien, Jenny et Leila, pour votre excellente présentation qui met l'emphase sur l'importance des données lorsque nous souhaitons mettre en place et en œuvre des mesures adaptatives. Donc, j'ai vu une thématique globale à travers toutes les présentations et c'est l'importance de l'engagement communautaire. Donc, merci pour votre présentation. Et maintenant, passons aux questions. Nous avons 20 minutes de questions et nous avons plusieurs questions et intérêts. Donc, débutons avec une question qui vise Carlos. Donc, lorsqu'on parle des cibles thématiques, on parle de culture, mais la culture est en dernier rang d'importance, mais la culture a un grand impact sur le tout. Par exemple, la culture de consommation a un grand impact sur les bassins d'eau potable. Donc, quels sont les indicateurs qui touchent les facteurs culturels? Donc, je souhaite faire un commentaire. Je pense que Naomi a bien
à bien adresser les enjeux de la gestion adaptative. Et Leila et Jenny, je pense que vous avez surtout souligné les processus de surveillance qui sont essentiels et qui doivent mener à l'action. Donc, j'ai bien apprécié vos présentations car tout ceci est complémentaire à notre travail. Donc, un autre point pertinent, c'est l'implication de la communauté. Il y a 10 ans, des recherches ont été menées de façon isolée, mais on doit finalement élargir l'implication communautaire, bien entendu. Donc, lorsqu'on parle de la surveillance communautaire à l'intérieur du Brésil, on, on doit adapter finalement les mesures de surveillance selon les régions et on doit passer à l'action par la suite. Concernant votre question, Peter, en ce qui me concerne, je ne pense qu'il n'y a pas vraiment un ordre prioritaire. Selon moi, c'est important d'adapter, de changer notre perspective. Maintenant, on inclut les éléments culturels à l'intérieur des indicateurs. Et dans le passé, on n'incluait pas ce type d'attention. Donc, la pauvreté et la culture, c'est difficile d'élaborer des mesures vis-à-vis celle-ci et surtout, on doit vraiment réduire le nombre d'indicateurs. Donc, c'est parfois difficile de faire le choix des indicateurs les plus efficaces. Souvent, on peut développer une cinquantaine d'indicateurs. Donc, oui, c'est important que l'on des indicateurs et c'est bien sûr très difficile de développer un accord commun à l'intérieur de la communauté d'experts sur les différents indicateurs que l'on doit adopter de façon prioritaire. Donc, les pays vivent différentes situations. Et donc, c'est important de vraiment approfondir notre travail à ce sujet. Une autre question, je pense, qui est aussi pertinente, pouvez-vous fournir des exemples précis sur la réussite de l'adaptation, de la gestion adaptative et des résultats concrets qui a été finalement acquis après l'adoption de celle-ci? Donc, lorsque je regardais les objectifs d'apprentissage et j'ai vu le mot-clé adaptation, gestion d'adaptation, j'ai compris que on utilise peu souvent cette expression. Donc, j'ai trouvé à l'intérieur de mes recherches très peu de mentions de l'expression gestion adaptative. Donc, notre approche, selon moi, lorsque nous avons conclu les évaluations et nos analyses, on doit passer à des plans d'action nationale. Mais on doit mentionner et on doit inclure finalement une gestion adaptative. Celle-ci devrait être implicite car les plans doivent faire preuve de flexibilité pour qu'elles soient efficaces. Pardon. Naomi, j'ai une question pour vous. Êtes-vous capable d'assurer la durabilité de vos projets et comment
ou comment impliquez-vous les différents gouvernements locaux à l'intérieur de vos projets? Donc, oui, bien sûr, bien évidemment, la durabilité n'est pas garantie. Il faudrait, par exemple, à l'intérieur de cette petite communauté, nous devons sensibiliser les gens concernant les enjeux des changements climatiques, sur la santé, sur l'alimentation. Des fois, les gens ne sont pas bien outillés pour comprendre les impacts des changements climatiques sur leur alimentation et leur santé. Donc, on doit assurer euh, la sensibilisation à ce sujet. Et lorsqu'on regarde les différents responsables gouvernementaux, le maire de la ville s'intéressait euh, sur ces enjeux et sur ce programme. Et, et cependant, il, en fait, ils veulent s'assurer que les gens qui se trouvent à l'intérieur des communautés ne se déplacent pas. Ils veulent permettre l'épanouissement et la progression de cette communauté. C'est un peu difficile finalement de garantir une, de garantir la culture à l'intérieur des serres, l'agriculture à l'intérieur des serres, c'est-à-dire, mais je crois que les autorités gouvernementales sont bien au courant du programme et ils sont prêts à adopter peut-être certains processus. Bien sûr, il y a plusieurs défis, on rencontre plusieurs difficultés, on cherche à vraiment augmenter la sensibilisation. Une autre question, donc, est-ce que c'est très possible de recruter des volontaires? Est-ce que vous avez eu des défis par rapport à l'engagement avec les partenaires pour participer au projet? Je sais, au Canada, ça a déjà été un défi par rapport à certains projets, mais est-ce que ça a été un défi pour vous? Je ne sais pas si vous voulez dire par rapport au support ou pas seulement financier, mais ou quel genre de support? Juste participation au projet par rapport en donnant l'information donnée ou certaines des analyses ou organiser des ateliers, ce genre de choses. Nous avons seulement deux supports dans ce cas. AIA, ce qui est seulement un support, mais aussi les personnes qui travaillent dans le consortium qui peuvent nous aider en termes de conseils. Donc, une autre corporation. Donc, je pense que c'est important de prendre en considération ceci pour partager l'information et peut-être qui peuvent nous aider pour faire d'autres évaluations. Donc, ce serait intéressant de continuer d'avoir d'autres supports. Merci. Donc, pour Jenny et Léla, une question très intéressante. Comment les outils et les indicateurs relient au processus de, de, de- de- décisionnel? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir par rapport à vos données et comment vous les communiquez? Et c'était une très grande question et nous travaillons sur cela pour un long moment déjà. L'une des plus grandes leçons que nous avons apprises, c'est que s'assurer que le données a été étudié pendant un bon moment
Donc, si on utilisait notre qualité de l'air, c'est un point dans le moment. Donc, nous voulons s'assurer que nous avons ce 18 mois étudié pour qu'on puisse partager une, 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 une approche très nivelée. Donc, typiquement, nous amassons une année de données par rapport au matériel de mesure et nous utilisons cela pour montrer à nos autorités politiques, voilà la tendance par rapport à nos données. Nous pouvons impacter cela par X, Y, Z. Donc, en ayant ces interventions et ces activités, que nous ne soyons pas toujours en train de changer le tout. Et ce que nous impactons, c'est quelque chose qui va durer sur le long terme. Donc, je vais laisser Léla parler, mais c'est vraiment juridiction par juridiction. C'est pas toujours facile à faire. À Franklin County, nous avons vraiment des durées de vie très différentes. Et une question de Sophie, comment vous avez mesuré par rapport par les espaces verts? Qu'est-ce qui a été utilisé par la végétation? Merci. Donc, nous avons utilisé LiDAR, qui est euh, l'imagerie. Donc, nos consultants ont fait cette étude et si vous regardez plus par rapport à cette étude, donc nous avons beaucoup d'imagerie satellite. Donc, nous n'étions pas en mesure de différencier qu'est-ce qui était, mais par rapport à la hauteur, oui. Donc, ça, c'est un buisson, donc c'est un arbre de 18 ans, donc nous sommes en mesure de faire cela. Et nous avons regardé d'autres zones où il y a une augmentation de végétation était possible. Merci pour cela. Donc, je vais aller à Carlos. Une question intéressante par rapport aux indicateurs locaux. Comment on peut avoir un impact positif par rapport au changement climatique? Donc, est-ce qu'il y a un agenda ou un mécanisme pour utiliser ces indicateurs de santé qui peuvent être actionnés par rapport à la communauté, donc aller au-delà de la communauté vers d'autres partenaires? Donc, oui, il y avait une autre question que j'ai déjà entendue qui était l'opposé de celle-ci. Est-ce que ces indicateurs que nous parlons, est-ce que c'est quel niveau était? Est-ce qu'ils sont globaux, internationaux? Donc, ils sont nationaux parce que i- ils vont être collectés par pays pour avoir un portrait global. Donc, votre question est inversée. Donc, est-ce qui est vraiment relié aux indicateurs nationaux? Donc, mon opinion, c'est que nous allons avoir des indicateurs locaux qui sont très locaux. Donc, parce que les communautés d'autres pays ne peuvent ne pas avoir ce problème. Donc, ils ont besoin de monitorer, évaluer vraiment leur action par rapport à des dangers spécifiques à cette région. Par exemple, même pas dans des grands pays. Donc, en Singapour, dans une conférence que j'ai eue, et j'entendais des collègues au Fidji. Donc, dans certaines parties du pays, ils ont des inondations et d'autres sécheresses. Donc, nous pensons à Fidji en étant comme une petite île. Comment ça se passe? Donc, ça se peut se passer pas nécessairement simultanément. Donc, des fois par rapport à la saison, mais différentes communautés sont affectées donc, pas tout le monde souffre de sécheresse ou d'inondation. Donc, je suppose qu'il y aurait des leçons locaux qu'on pourrait extrapoler pour tout le pays, mais les actions prises par rapport à certains dangers serait très localisé. Donc, un exemple serait la hausse des eaux et comment les petits pays comme Clibat a dû relocaliser tout leur hôpital qui était 5 minutes
de la mer, à 500 mètres de la mer. Donc, c'est une partie qui a eu un problème versus une autre partie du pays qui peut avoir un autre problème. Donc, j'espère que cela a répondu. Oui, merci beaucoup, Carlos. J'ai une question pour Noémie. Quel facteur socio-économique, je pense que vous avez touché cela, sont des facilitateurs pour des barrières dans cette transition en termes de système de nourriture, en termes de transition. Donc, j'ai manqué la première partie de la question. Est-ce que vous pouvez répéter? Donc, quels facteurs socio-économiques en termes de la vulnérabilité que vous avez peut-être mentionné dans votre présentation ou des facteurs environnementaux qui sont vraiment critiques par rapport à les barrières, ce système d'alimentation qui était focusé dans votre présentation? Donc, bien sûr, Donc, situation sociale et économique, euh, c'est un problème parce que il n'y a pas beaucoup de support pour l'agriculture, la production d'agriculture, production agricole. Donc, donc j'ai mentionné avant, nous avions d'autres connaissances par rapport à la production qui est maintenant pas pris en compte parce que toute cette connaissance ne passe pas à travers la nouvelle génération de personnes. Je ne sais pas si c'était la question, mais aussi maintenant, c'est pour ça que nous voulons récupérer ces connaissances ancestrales pour recouvrer les médecines traditionnelles ou la nourriture pour les produits nutritionnels, parce que maintenant, nous avons certaines autres influences pour- de ces produits qui sont dans les villes qui ne sont pas de très bonne qualité en termes de nutrition. Donc, ils ont de la nourriture génétiquement modifiée. Donc, ce n'est pas un apport nutritionnel pour les personnes et leur santé. Et aussi, cela change à cause de ces influences. Et dans ces communautés que nous avons étudiées, les personnes sont pauvres. Ils n'ont pas de situation économique favorable, mais ils peuvent améliorer en combinant les connaissances traditionnelles au- et les manières occidentales par rapport aux éolites, mais non en utilisant plus de chimiques et d'autres stratégies pour produire la nourriture. Donc, pour avoir une nourriture meilleure, pour avoir
une meilleure valeur nutritionnelle. Merci beaucoup. Donc, je pense que nous avons atteint la fin de ce webinaire. Donc, j'aimerais prendre l'opportunité pour remercier nos présentateurs pour vos présentations extraordinaires et pour remercier tous nos participants d'avoir participé. Donc, n'oubliez pas de venir à l'autre session qui est dans quelques jours. Ce serait vraiment intéressant. Donc, basé sur l'interactive par rapport au cours pour discuter des résultats à travers des sondages que les personnes ont remplis. Donc, ce sera une discussion très intéressante par rapport à l'adaptation climatique et c'est dans quelques jours. Donc, merci encore d'avoir participé. J'espère que vous allez avoir une bonne restante de journée et j'ai très hâte à la prochaine session. Merci beaucoup.